Enjoy simultaneous translation. Scan the QR code and connect your earphones. Eh bien, c'est parti pour cette première table ronde. Vous savez qu'on en a 3 aujourd'hui et la toute première est donc dédiée au thème de la sécurité. La sécurité qui est un thème primordial naturellement pour la confiance vis-à-vis du public dans cette filière hydrogène. Et puis, vous le savez, c'est un sujet sensible ici à Belfort en raison de ce qui s'est passé début janvier avec naturellement l'incendie de la flotte de bus. On va revenir sur ce qui s'est passé, sur les leçons qu'on peut en tirer. On va parler plus globalement de la sécurité hydrogène avec un panel d'experts. Et nous avons une femme dans ce panel, c'est suffisamment rare dans les conférences hydrogène pour le souligner. Bienvenue à vous, Émilie Ricro, vous êtes responsable HSE chez Hynamix, on le rappelle, filiale d'EDF. Puisqu'on parlait effectivement des bus, eh bien nous avons l'opérateur avec Yannick Monnier, vous êtes le directeur de la RTTB, la Régie des transports du territoire de Belfort. Juste à côté de vous, nous avons Guillaume Malot, qui est directeur de la HSE et des risques hydrogène chez NJ Solutions Hydrogène. Nous avons également Benno Weinberger, qui représente l'INERIS. Voilà, c'est Monsieur Sécurité, il va pouvoir nous dire plein de choses. Et puis, je suis très content d'accueillir également mon vieux complice, Jean-Luc Musso, qui représente Adventa. C'est un pionnier de la filière hydrogène. C'est bien qu'il y ait une mémoire aussi de cette filière hydrogène avec des pionniers qui voilà, sont toujours là pour témoigner. Alors, avant de parler des bus, avant de parler de la sécurité des stations, la sécurité en général de l'hydrogène, j'aimerais qu'on illustre cette thématique par quelque chose qui va vous paraître exotique. On va parler de compétition automobile. Sachez qu'il y a quelques semaines, c'était début octobre, en Arabie Saoudite, il y a eu le tout premier championnat au monde dans le sport automobile avec de l'hydrogène. C'était Extreme H. C'était une course qui n'était pas de tout repos. On regarde ça en images. This is the start machine, isn't it? Yeah, so this is Patrick trying to find a way past Johan. Worth pointing out that was the station. Roll on the outside! We got Roll there on the outside, it's McConnell. It must be McConnell, Zero in Motorsport dropping down. Fraser McConnell gone off, out the side of our shot. The car's on his side, he'll be fine, I'm sure. On both sides of the road. Fraser McConnell climbing out the car, he's okay, that's the most important thing. So good to see, so glad that Fraser McConnell is out of that car and he is okay. This is Fraser McConnell on the outside, but Carl Cox Motorsport coming in from the outside as well. So was there contact between them there? Jamil coming up the hill, there's the dust, look right hand side as McConnell's car. The Pioneer 25 comes to a rest on the outside of the track. Team Stard as well. Oh, and another off! Another off at the end, was that Stard going straight on? That was Christopherson and Christopherson Motorsport. Was I it think KMS, you think? Straight on, yeah, I think that was Michaela Arlen-Kondinski. That is the car that's moving down. It is! Time. It is, well spotted. Voilà, je vous rassure, le pilote qui était dans le buggy va très bien. Et tout s'est bien passé finalement. Il n'y a pas eu d'explosion. En même temps, le public était un petit peu loin. Qu'est-ce que ça vous inspire autour de ce panel, cette compétition et finalement cette démonstration que la sécurité, ça fonctionne, y compris sur un buggy? Qui veut prendre la parole là-dessus? On va activer le micro, Jean-Luc. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Ce que ça m'inspire, c'est fun déjà. La sécurité, elle a l'air d'être assurée. Et après, place à la compétition. Voilà, compétition qui sera de retour l'année prochaine en 2026 avec plusieurs courses à travers le monde. Bien, on va revenir à des choses, j'allais dire, plus sérieuses, en tout cas plus graves, naturellement, avec cet incendie qui s'est produit donc tout début janvier. On va en parler avec vous, Yannick Monnier, et on va s'accompagner effectivement au passage de slides. Rappelez-nous d'abord les faits. Alors les faits étaient beaucoup moins impressionnants que ce qu'on vient de voir. Le résultat était toutefois dramatique pour nous, parce que dans la nuit
Dans la nuit du 1er au 2 janvier, les systèmes d'alarme incendie de la régie se sont déclenchés et en parallèle, les riverains du dépôt ont appelé les services d'incendie et de secours parce qu'ils avaient entendu des sifflements et des détonations. Quand les services de secours sont arrivés sur place, ils se sont rendus compte qu'on avait plusieurs véhicules qui étaient en feu. Et après analyse rapide de l'emplacement des véhicules, on s'est rendu compte que c'était nos 7 véhicules hydrogène qui ont pris feu. Donc là, sur ce slide, vous voyez une vue aérienne du dépôt, avec 2 bâtiments. Celui qui vient d'être mis en rouge, là, c'est l'atelier de maintenance qui gère 3 énergies, parce qu'actuellement dans la flotte, nous avons 3 énergies. Nous avons du gasoil, du GPL et de l'hydrogène. Et là, en rouge, nous avons la zone de l'incendie. Donc, c'est les véhicules qui étaient positionnés ici, qui ont pris feu. Heureusement, il n'y avait que 7 véhicules positionnés sur cet îlot, mais c'était nos 7 véhicules hydrogène. Je pense que l'image d'après parle d'elle-même. C'est quelques photos du sinistre. Un premier véhicule, le deuxième dans la rangée, a pris feu. C'est enflammé seul. Et le feu s'est propagé à l'ensemble des véhicules qui étaient stationnés à côté avant l'arrivée des pompiers et la possibilité pour eux de contenir l'incendie. Le bilan, vous le voyez, on l'a vu un peu avant sur le slide d'avant, donc 6 véhicules entièrement détruits et le 7e partiellement détruit mais irrécupérable. Voilà. Les premières constatations qui ont été réalisées, c'est déjà, et je pense que c'est ce qui va intéresser tout le monde ici, que les dispositifs de sécurité hydrogène ont parfaitement fonctionné. Quand les services de secours sont intervenus sur le dépôt, une grande majorité des bus avaient déjà été vidés de leur hydrogène par le biais des TPRD qui avaient fait leur boulot. Je crois qu'un intervenant après va en parler plus en détail. Les pompiers ont constaté justement le déclenchement des TPRD sur le dernier véhicule qui était en train de brûler. Ça veut dire clairement que l'intervention des services de sécurité s'est faite dans les mêmes conditions que si ça avait été un véhicule diesel ou un véhicule hybride électrique. Voilà. Merci pour ces premiers éléments. Puisque vous parlez du TPRD, je pense que c'est bien d'expliquer ce que c'est. Et justement, Jean-Luc Musso est venu avec cette pièce. Alors Jean-Luc, si tu peux sortir cette petite pièce. Alors je ne sais pas si on va pouvoir faire un zoom, sinon tu vas venir ici. Et avec la caméra qui est sur nous, ça va être plus simple. On fait comme ça? Non, tu peux rester assis. Montre bien cette pièce et on va zoomer dessus. J'en ai emporté un parce que c'est... Garde-le à la main pour qu'on puisse vraiment bien zoomer dessus. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc ça, effectivement, c'est ça ressemble à un gros boulon. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, un TPRD? C'est un système de sécurité qui est activé par la température. Il se déclenche aux alentours de 110 degrés pour ouvrir et pour vider un réservoir d'hydrogène sous pression. Donc c'est cette petite pièce-là. Sans rentrer trop dans le détail, vous voyez, alors ça c'est branché sur une tête de bouteille ou sur un composant qui va être le long du réservoir. J'ai apporté aussi un exemple à une ligne. Et simplement, vous avez l'extérieur qui est en contact, donc qui est à l'extérieur et qui va déclencher lorsque la température extérieure, donc lors d'un feu, atteint une température, normalement on peut les régler, mais c'est 110 degrés. Et à partir de là, on va vider le réservoir. C'est assez rapide, ça dépend du dimensionnement, mais en général, ça passe en moins d'une minute, c'est 30 secondes souvent, ça dépend de la taille. Pour information, donc, nous on développe nos propres TPRD depuis longtemps. Et les premiers essais ont été faits sur les Kangoo de Symbio en 2014 par les SDIS 50. Voilà. Merci Jean-Luc. Votre voisin Benno Weinberger donc, représente, comme je l'ai dit, l'Ineris. Alors Benno, comment avez-vous vécu cette annonce de l'incendie de Belfort tout début janvier? C'était il y a quelques mois. Alors, on constate que la sécurité, le design de sécurité, elle a bien fonctionné, donc ça c'est une très bonne chose.
Cependant, il faut se poser quand même des questions. Pourquoi il y avait cet effet domino entre les bus? Donc peut-être il y avait une question. La propagation des feux, à mon avis, je ne connais pas exactement les détails, mais c'est probablement pas l'hydrogène qui a fait la propagation des feux entre les bus, c'est probablement des pneus. Donc il y a un bus qui est pris feu et ensuite ça fait la propagation sur les autres bus. Mais il faut se poser quand même la question, est-ce que c'est pas mieux sur une technologie nouveau de garder un peu plus de distance entre les véhicules parce que c'est très onéreux aussi, hein. On brûle beaucoup d'argent en fait à ce moment-là. C'est la première question que je me posais. La deuxième question, c'est plutôt sur l'origine de feu. Donc sur l'origine de feu, c'est toujours une question de matériaux, du choix des matériaux. Est-ce qu'on ne peut pas implanter quelque chose pour éviter la propagation de feu? Donc c'était a priori un feu électrique, mais sur une nouvelle conception, c'est aussi une question qu'il faut se poser sur la conception. Donc ça, c'est peut-être des éléments qu'il faut reprendre avec le concepteur de bus pour voir que ça ne se répète pas dans le futur. Voilà, ça c'est les points que nous on constate aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des précédents, des incendies ailleurs en Europe avec des bus à hydrogène? Alors, statistiquement, hein, donc si on parle pas statistique, il y a IAD, Hydrogen Incident Accident Database, qui recense, c'est piloté par les GRC. Les GRC, c'est notre homologue au niveau européen, et il pilote cette base de données. Je pense qu'il y a à peu près 700 accidents et incidents qui sont dedans. Et si on regarde sur le bus à hydrogène, on a 28 incidents. Sur le 28, par contre, la plupart des choses qui sont arrivées, c'est des accidents routiers, en fait. Hein. Sauf, et ça c'est très bien, il y a une vingtaine où il n'y a même pas de fuite suite à l'accident. Donc ça c'est une très bonne chose qu'on peut constater sur ça. Il y a un seul cas où il y avait une petite fuite parce que le bus s'est cogné très fortement contre il descendait en dessous d'un pont qui était pas assez élevé, donc du coup là il y avait vraiment un dégagement, pas très fort non plus. Donc on constate que le concept design principalement il a marché. Il y a 4 fois le cas où il y a un incendie, 4 feux. Ça ne présente pas statistiquement un grand échantillonnage. Hein. Cependant, il y a 2 cas où il n'y a pas d'inflammation, donc on a des fuites aussi avec sans inflammation. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est plutôt favorable, ça veut dire l'équipement qui était mis en place pour éviter qu'il y ait une source d'inflammation, ça a fonctionné. Et il y a un cas qui est plutôt récent, c'était en Corée du Sud, où il y avait une explosion dans un pile à combustible. Suite à ça, le fabricant, donc c'est de Hyundai, il a fait une enquête sur toutes les bus qui circulaient en Corée du Sud et il a constaté qu'il y a à peu près plus que ce 10% des bus, des fuites. Donc ça c'est un point très important où on apprend beaucoup de choses. Donc ça veut dire aussi peut-être il y a une question sur l'assemblage, peut-être remplacer des raccords vissés par un soudage encore en série, ça fait sens. Merci Beno. J'aimerais à présent écouter Émilie Ricroux, puisque donc Dynamics est l'opérateur de cette station. Et dans les premiers temps, en fait, on ne savait pas trop si la station était touchée. Racontez-nous comment vous avez vécu cette journée aussi. Oui. Sur des skis, je crois d'abord. Hein. Oui, exactement. Alors moi, personnellement, j'étais en congé, j'étais à la montagne. Et donc, la première information que j'ai eue, c'est la station brûle. Donc évidemment, alerte de toutes les équipes. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas la station qui brûlait. Et on verra au final qu'elle n'a pas du tout été touchée par les conséquences de l'incendie des bus. Et une fois cette levée de doute faite, pour nous, côté Dynamics, l'objectif, ça a été de gérer la crise d'image, la crise de communication qui s'est mise en place, avec du coup l'intervention de notre équipe de communication qui a été très appuyée par nos équipes au niveau régional, donc la DAR d'EDF régionale pour tout ce qui est presse régionale et puis EDF Group pour la presse nationale. L'objectif étant de limiter les mauvaises informations et tout ce qui aurait pu conduire à un effet négatif sur l'image de la filière. Alors comme on le voit ici hein, sur la slide, c'est vrai que la station elle est vraiment tout près de ce dépôt. Et exactement, la station elle est à peu près à un peu moins de 200 mètres je crois du dépôt de bus.
Donc forcément, on peut se poser la question de l'impact. Ce qui s'est passé en fait, une fois l'intervention des pompiers menée, on a une personne de nos équipes qui est allée vérifier, parce qu'on peut toujours avoir des débris qui volent et qui, par effet domino, peuvent porter atteinte à l'intégrité des équipements. Et en fait, on a très vite constaté dans la journée qu'il n'y avait eu aucun impact sur la station. Alors cette station, on va le rappeler, c'est sur la slide d'après, c'est une station de production et de distribution. Exactement. Ce qui fait la particularité de nos installations, c'est qu'on produit l'hydrogène sur place, donc par électrolyse de l'eau. On a un électrolyseur qui est alimenté directement à partir d'un poste électrique et qui va produire de l'hydrogène à pressurisé à 30 bars. C'est un électrolyseur alcalin. Cet hydrogène est ensuite comprimé, stocké, avant d'être distribué au véhicule par équilibrage de pression. C'est ce qui se fait sur la plupart des stations. Donc au début, c'était un petit peu laissure froide parce qu'on vous dit « oh là là, ça brûle ». Et après, bon, vous étiez rassurés. Finalement, on a été assez vite rassurés. On sait que côté bus, toute la sécurité a bien fonctionné et que l'incendie a été vite circonscrit par les pompiers. Donc il y a eu quelques heures un petit peu d'inquiétude et très vite, à partir du moment où il n'y a pas eu d'emballement dans la presse, ce qui était très important pour nous, ou sur les réseaux, on a considéré que la crise avait été plutôt bien menée. Effectivement. Alors, s'agissant de crise justement et de communication, on va en parler avec vous, Guillaume Malot, parce que c'est un sujet que vous avez étudié et préparé chez Engie. Non, touche à rien, ça, il va être actif. Est-ce qu'il faut... Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup. Oui, c'est une bonne question. Avant de répondre exactement à votre question, déjà, je tenais à vous remercier pour l'organisation de cette table ronde. C'est vrai que les aspects sécurité sont très souvent discutés au sein de nos équipes et au sein de nos projets. Je pense que personne ici me contredira. Mais on est plutôt souvent des hommes de l'ombre, des hommes et des femmes de l'ombre. C'est pour ça que vous êtes tous habillés en noir. Oui, c'est vrai. On est rarement sur scène et donc je trouve que l'initiative est vraiment intéressante et je voulais vous remercier d'avoir... Et en plus, vous êtes filmé. Donc et là, en plus, on est filmé. Voilà. Donc, l'ombre se termine à partir d'aujourd'hui. De cette intervention. Évidemment, nous, groupe Engie, on a suivi avec beaucoup d'intérêt, en tout cas, on a suivi de près ce qui s'est passé évidemment ici à Belfort, pour des raisons évidentes que Madame Ricro a très bien citées, de développement de confiance dans la filière. Nous, je crois qu'on en tire deux retours d'expérience principaux sur deux thématiques différentes. Le premier, c'est sur un aspect un peu technique. Je crois au vu des premières conclusions des rapports, on peut se dire que finalement les études de sécurité qu'on mène, les préconisations qu'on peut faire, eh bien elles ont fonctionné, elles ont marché. Alors vous avez dit qu'effectivement l'intégralité de la grappe avait pris feu, le feu s'est propagé comme l'a dit Beno, mais ça c'est des choses qui ont été identifiées dans nos études et qu'on interroge auprès des exploitants, et la dispersion des bus dans les entrepôts évidemment répond à des contraintes d'exploitation, mais ce sont des phénomènes qu'on avait identifiés et ça aurait pu être évidemment beaucoup plus grave et impacter la station. Et je pense qu'on peut collectivement se dire et se rassurer sur le fait que les études de sécurité, les dispositifs qu'on a mis en place, toutes les validations, etc., sont utiles et aujourd'hui fonctionnent et rendent relativement sûre l'utilisation de cette énergie. En tout cas, nous, c'est un retour d'expérience qu'on fait et qui va venir amender les prescriptions techniques. À chaque fois qu'on opère des projets, on donne des prescriptions techniques à nos fournisseurs sur des questions de sécurité auxquelles on ne déroge pas. Ça fait partie des conditions sine qua non de nos projets. Et donc, chacun de ces projets vient amender ce cahier des charges techniques, ce qu'on appelle chez nous la philosophie de sécurité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il est un petit peu plus politique. On a vu que très rapidement, le préfet s'était déplacé en personne sur site. Madame Ricro a justement parlé de répercussions médiatiques, etc. Et il me semble que ça, c'est un vrai sujet également. On parlait de gestion de crise. On voit bien que ce n'est pas un simple objet industriel isolé sur un site ou dans une zone industrielle. Ce qu'on fait ici, c'est un vrai projet de territoire à Belfort, mais Engie le mène sur d'autres territoires. Et donc, on le fait en partenariat avec les collectivités territoriales, on le fait en partenariat avec
d'autres industriels. Et il me semble qu'il y a là une hétérogénéité de maîtrise de ces sujets au sein des interlocuteurs de la filiale. Et c'est pas Engie qui le dit, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été noté aussi par France Hydrogène. Et donc on a noté un besoin de sécurité collective, de sécurité des habitants. Je pense que on a entendu très rapidement le besoin de mettre en sécurité les habitants, de confiner, etc. Alors que finalement le besoin n'était peut-être pas techniquement justifié, mais il y avait un besoin de se rassurer. Donc nous, chez Engie, on a pris conscience de ça assez rapidement et une des choses qu'on a souhaité faire, c'était essayer de mettre toute la chaîne de valeur de l'hydrogène au diapason sur ces sujets de gestion de crise. Et donc on a organisé, et on va continuer à le faire dans les années qui arrivent, des exercices de gestion de crise, mais qui ne sont pas uniquement internes Engie Group, mais qui intègrent à la fois nos partenaires techniques, fournisseurs, sous-traitants, et également nos partenaires financiers, institutionnels, coactionnaires sur les projets, pour qu'on puisse ensemble définir un vocabulaire commun, des outils communs, et finalement des réflexes communs, que ce soit en termes de communication ou en termes d'appréhension de la gestion des secours. Voilà. Merci, je reviens à vous Yannick Monnier, parce que justement ça m'intéressait de savoir comment vous avez géré cette communication de crise sur le terrain. Voilà, j'avais une précision à apporter justement sur la partie communication. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le cadre de l'incident, il y a eu 2 phases. Il y a eu le pendant l'incendie et le après. La première phase a été tout de suite verrouillée. Il y a eu une volonté de la préfecture de verrouiller la communication, c'est-à-dire que toutes les communications qui étaient réalisées passaient par les équipes de la préfecture. Ça n'a pas empêché notamment le premier article qui indiquait que la station était en feu. Alors vous m'avez dit, le journaliste a peut-être écrit depuis son lit en fait, c'est ça? Alors je le pense sincèrement, je pense que le journaliste effectivement a regardé les réseaux sociaux et a sorti un article depuis son lit. Je ne vois que ça parce qu'il n'avait pas d'infos. Donc ça, il y a eu la première partie qui a duré pendant toute la durée du sinistre, en gros jusqu'à on va dire jusqu'à 8h le matin, donc de 2h du matin jusqu'à 8h. Et une fois que le sinistre a été complètement stabilisé, chacun a pu communiquer comme il le souhaitait. On s'est bien rendu compte que le fait que ce soit de l'hydrogène amenait des journalistes qui ne se seraient jamais déplacés si ça avait été un simple feu de bus sur le dépôt. Des feux de bus sur des dépôts, tout comme des feux de camions sur des dépôts, ça arrive malheureusement très régulièrement. Ça fait jamais les gros titres de la presse nationale. Là, on a TF1 qui est venu le jour même pour faire un reportage. C'est juste parce qu'il y avait le mot hydrogène dans la motorisation du bus. Faut pas se leurrer là-dessus. L'emballement médiatique, effectivement, je partage l'avis sur le fait qu'il n'y en a pas eu. L'incendie a eu lieu un jeudi matin. On était un certain nombre à se dire, de toute façon, lundi, on n'en parlera plus, et ça n'a pas loupé. Lundi, on n'en parlait plus, hormis dans la presse spécialisée, hormis de la part des autres réseaux qui nous appelaient pour savoir un peu ce qu'il en était. Ça n'aurait pas été pareil si ça avait été plus grave, naturellement. Alors, on est bien d'accord, Tout s'est très bien passé, je le redis. Tous les dispositifs de sécurité ont fonctionné comme ils ont dû le faire, comme ils auraient dû le faire. J'ai l'habitude de dire, ça me fait un peu le cœur de le dire, mais c'est qu'on a fait un test à l'échelle 1 du fonctionnement des dispositifs de sécurité. C'était pas prévu, ça coûte un peu d'argent, mais à minima, ça a permis de valider tout ça. Un mot sur la réaction des pompiers également. Comment ils ont géré cet incendie? Les pompiers, quand ils sont arrivés, ils pensaient que c'était nos véhicules GPL qui étaient en feu. Et c'est quand moi je suis arrivé sur place, ils m'ont donné l'emplacement des véhicules, j'ai pu les informer que c'était l'hydrogène. Mais ils ont été rassurés tout de suite parce que justement, ils ont constaté le fonctionnement des TPRD et pour eux, une fois que les TPRD avaient claqué, que l'hydrogène avait été éventé, il n'y avait plus de danger. C'était un feu de véhicule classique. Si ça avait été par exemple nos bus GPL, c'était pas du tout le même type d'intervention. Là, il y aurait eu un périmètre d'exclusion qui était beaucoup plus important et surtout les pompiers auraient regardé ça de loin en laissant brûler parce que les dispositifs sécurité du GPL ne sont pas les mêmes, le GPL est un gaz qui stagne et donc il y a beaucoup plus de risques pour les équipes d'intervention. Donc les pompiers, ils nous l'ont dit dès le début, ils étaient en sécurité. Voilà. Alors les pompiers justement, comment ils appréhendent ce risque? Eh bien, on l'a demandé à un spécialiste, il s'agit du lieutenant-colonel Laurent Lecomte qui représente l'ENSOSP, l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. On l'écoute.
Effectivement, le monde des pompiers connaît depuis quelques années l'environnement de l'hydrogène, puisque l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers basée à Aix-en-Provence travaille sur l'hydrogène depuis bientôt 14 ans. Pour vous dire que les dossiers avancent au fur et à mesure du temps et nous avons répondu à 3 projets européens qui nous ont permis de construire différents programmes de formation, mais aussi de sensibiliser nos collègues ou autres partenaires sur les territoires concernant l'hydrogène. Les sapeurs-pompiers, de plus en plus de façon décentralisée, ont accès à cette information sur les risques liés à l'hydrogène. Bien sûr, l'idée étant, c'est que l'école nationale étant le centre de formation de tous les officiers professionnels et volontaires de France, puisse passer à l'école dans le cadre de certains cursus de formation et en particulier dans le domaine de l'hydrogène pour que dans le temps, ils puissent décliner les informations que nous leur donnons dans le cadre de ces formations de manière à ce qu'ils puissent délivrer les mêmes informations à l'ensemble du territoire, mais en s'associant à une démarche plutôt proactive à l'échelon national. Parfois, on se pose des questions sur la dangerosité de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à ça? Alors, avec le temps, moi je dirais qu'une chose, l'hydrogène, il n'est pas plus dangereux qu'un autre gaz. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas le connaître. Voilà. Et les pompiers le connaissent de mieux en mieux. On le connaît de mieux en mieux et on continue de l'appréhender grâce aux échanges et aux partenariats que nous pouvons avoir avec le monde de l'industrie. L'idée étant, c'est de partager les techniques avec nos connaissances opérationnelles et de voir le moment venu la meilleure réponse ou la réponse qui serait le mieux adaptée face à un événement qui pourrait arriver. Voilà, cette vidéo a été réalisée aux 24 heures du Mans et sachez que les pompiers ont fait leur congrès national justement sur le circuit du Mans il n'y a pas très longtemps pour justement voir de plus près cette filière hydrogène. Et on en parlait avec toi Jean-Luc, c'est vrai que les pompiers de la Manche, depuis déjà plus de 10 ans, sont confrontés à ça. Oui, tout à fait, c'était en 2014, le premier incendie avec le SDIS 50, le premier incendie qui était fait exprès, avec le Kangoo hydrogène et il ne s'est rien passé. En 30 secondes, le réservoir était vide et c'était une première. Et ensuite, je sais que j'ai participé aussi à une opération en septembre 2014, la même année, auprès de l'ESSOPS, où on a fait brûler des réservoirs. On a comparé avec des réservoirs GNV, GPL dont on parlait tout à l'heure, et hydrogène à 350 bars et 700 bars. Et effectivement, je confirme, le pire, c'est le GPL parce que ça stagne et en fait, il y a une vraie opération de précaution vis-à-vis des pompiers. Et c'est vrai que c'est une chose qui est quand même remarquable. Dès le départ, ils ont été, inclus. On a tout de suite, on les a impliqués. Et ça, c'est bien parce qu'ils ont pratiqué depuis, ça fait plus 10 ans maintenant. Et donc, ils savent tout de suite comment opérer après des incendies. Donc oui. C'est une très belle chose. Ça. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi, nous, à Belfort, dès lors qu'on a commencé à parler du sujet hydrogène. Le SDIS a été associé à toutes nos réflexions, a validé les dispositifs de sécurité pour l'atelier, pour les bus. L'ensemble des pompiers du département sont passés sur nos véhicules, ils ont eu une présentation des véhicules, de l'endroit où passe la tuyauterie hydrogène, de comment ça fonctionne. Enfin, voilà, tous les pompiers qui sont intervenus ce jour-là avaient été formés dans nos locaux par nos techniciens. Alors on va parler un petit peu de réglementation à présent. Il y a une commission sécurité au sein de France Hydrogène, Jean-Luc Musso. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'INERIS en fait partie puisque c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe, pas seulement en France, mais aussi en Europe, et d'en tirer des leçons. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on améliore les choses. Donc, et merci aussi à France Hydrogène d'avoir mis en place cette commission sécurité. Alors Guillaume Malot, peut-être quelques mots sur justement votre perception des choses et peut-être, j'allais dire, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Le message moi, que je voudrais faire passer, c'est que je vais reprendre un petit peu ce que disait le lieutenant-colonel. Parlez bien près de votre micro. Excusez-moi, je vais reprendre un petit peu ce que disait le lieutenant-colonel de l'ENSOSP. D'ailleurs, Engie est partenaire de cette formation à Aix-en-Provence.
À partir du moment où on connaît bien l'énergie, je pense qu'on peut dire qu'on la maîtrise et que du coup, aujourd'hui, on arrive à la maîtriser, à avoir une énergie qui est assez sûre. Nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on a vraiment besoin de progresser tous ensemble et pas chacun dans son coin. Donc, on se fait force de proposition au sein de la filière, au sein de France Hydrogène, pour essayer de proposer un certain nombre d'avancées collectives et de partage des outils. Je pense notamment à un référentiel métier que j'ai essayé de porter au sein de France Hydrogène qui concerne le métier, puisqu'en fait, on va créer avec ces nouvelles énergies, ces nouvelles mobilités, on va créer des nouveaux métiers en fait. Et il y a aujourd'hui un métier qui n'existe pas vraiment, qui est à la confluence de plein de métiers, qui est celui d'opérateur chauffeur de tube trailer, qui vont venir faire soit de l'export, soit de l'import sur des stations. On avait un besoin, on a vu qu'il y avait un certain nombre de référentiels, je pense à l'arrêté TMD que vous connaissez tous très bien, mais qui arrivait ici un peu en limite à partir du moment où on est sur un site industriel, la directive équipement sous pression, la directive ATEX par exemple, qui arrive un petit peu, on est dans une zone morte là de ces trois directives. Il nous a semblé intéressant, un peu à l'instar de ce qui se passe sur la filière gaz naturel pour véhicules, d'avoir là un référentiel métier qui pouvait être proposé par la filière pour s'assurer que l'ensemble des acteurs de la filière soient, non pas des experts en sécurité, mais au moins un vernis et qui couvre notamment ces questions de réaction de situation d'urgence et de gestion de crise. Et donc nous, c'est vraiment une volonté forte qu'on a au sein du groupe, c'est qu'on progresse tous ensemble pour avoir une homogénéité des pratiques et pour pouvoir rassurer l'ensemble des acteurs, y compris du politique jusqu'aux citoyens. Émilie Ricrou, on l'a précisé tout à l'heure, la station de Danjoutin, c'est une station de production et de distribution. Et justement, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes en matière de sécurité aussi. Oui, alors déjà, ce que je voudrais confirmer, c'est qu'en matière de sécurité, on voit qu'au sein de la filière, on arrive assez vite à constater qu'il faut trouver un consensus et qu'il y a beaucoup de partage. Et France Hydrogène, effectivement, est un lieu d'échange et de bonnes pratiques et de retour d'expérience qui est essentiel pour mettre en place les bonnes pratiques, mettre en place les standards qui aujourd'hui n'existent pas quand on conçoit une station. Et pour ce qui nous concerne, sur la station, effectivement, on a, du fait de ce manque de standards et de réglementation, ou du fait que cette réglementation se construit, on a anticipé les choses en mettant en place des bonnes pratiques industrielles de conception, c'est-à-dire que tout ce qui est étude de risque, anticipation des mesures de sécurité, on les met en place dès le début de nos projets, dans les phases de design, pour éviter d'arriver à ces situations de crise et pour au mieux adapter la maîtrise des risques aux phénomènes dangereux. Et pour adapter ces mesures de maîtrise des risques, il nous faut connaître l'énergie, il nous faut connaître le gaz. Donc on a besoin de comprendre comment il réagit, on a besoin de comprendre ses spécificités. Et je rejoins ce qui a été dit par le lieutenant-colonel Lecomte. L'hydrogène n'est pas plus ou moins dangereux qu'un autre gaz, il est différent. Et c'est ces spécificités qu'il faut prendre en compte dans le design. On le fait à travers des étapes, des études qui vont un petit peu plus loin que la réglementation. Benno Weinberger, véritable encyclopédie en matière de réglementation, de risque hydrogène. Est-ce qu'on a encore besoin de faire progresser le corpus réglementaire ? Alors, tout d'abord, je voulais dire une chose entre la différence de la sécurité et la réglementation. Donc là, la réglementation, c'est, mettons, on connaît tous le feu rouge, c'est interdit de rouler, donc ça c'est la réglementation. Après, la sécurité, c'est quoi ? C'est le conducteur qui est formé de s'arrêter au bon moment. Et ça, c'est la sécurité. En France, la spécialité, c'est que les exploitants, ils sont en charge de garantir la sécurité. Et comment garantir la sécurité ? Notamment avec des analyses de risque. Donc, on fait une étude ATEX, on a fait du ZASOP, on fait des LOPA, on fait des APR. Voilà, donc tout ça, c'est un panneau qui est nécessaire pour compléter la partie réglementaire. Donc, la réglementation, c'est juste une base. Aujourd'hui, on a plusieurs réglementations qui sont en révision pour les adapter sur de nouvelles applications. Donc, ça concerne d'un côté l'usage d'hydrogène, c'est en France le cadre ICPE 4715, donc certains ici participent à ce groupe de travail. Et puis aussi pour les stations-service, parce qu'il y a des nouveaux débits qui sont demandés, par exemple pour les trains ou pour les poids lourds.
Donc là, il y a aussi des adaptations qui sont en cours. Puis aussi pour la partie électrolyse. Donc ça, c'est les 3 champs de travail aujourd'hui où la réglementation est en cours d'adaptation. Puis après, on a un cadre un peu à part, c'est pour la mobilité. Pour la mobilité, c'est une réglementation nationale, c'est le R134, qui couvre l'homologation des bus à hydrogène. Donc ça, c'est pas trop le champ de la GPR qui gère cette risque, c'est les accords internationaux. Voilà. Mais pour compléter, par exemple, si je veux garer un véhicule à hydrogène, en sous-sol, il y a les TPRAD, on a vu cet élément-là, qui peut être activé intempestif. Par exemple, j'ai un feu à côté, j'ai des fumées qui font 300 degrés, et à ce moment-là, le TPD peut être activé. Donc ça, c'est un cas qu'il faut peut-être aussi impliquer dans la liste de risques, il faut compléter dans la liste de risques pour dire est-ce que je peux ou pas mettre en place un véhicule en terrain souterrain parce qu'il y a la problématique de l'accumulation d'hydrogène en cas de déclenchement intempestif. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont toujours réflexion de l'exploitant. Alors, on va parler à présent de la sécurité des stations. Alors, Émilie Ricrot, donc, vous commencez, j'allais dire, tout juste dans le métier. Enfin, en tout cas, il y avait déjà quelques points depuis quelques années, je le précise quand même, mais il y a d'autres stations qui sont en train d'être déployées. Comment la sécurité, justement, a été intégrée dès la conception ? Ça rejoint ce que vient de dire précédemment Beno, c'est-à-dire qu'on a besoin d'intégrer des analyses de risque, des études de conception qui prennent en compte tous ces résultats d'analyse de risque pour adapter les mesures de sécurité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le fait dès lors qu'on conçoit nos stations, c'est-à-dire à partir du moment où on a choisi les équipements et où on prévoit nos implantations, on met en place toute la démarche classique d'analyse de risque. Et ce qu'on va surtout regarder, parce qu'aujourd'hui, construire une station, c'est finalement intégrer différents équipements qui, intrinsèquement, ont été construits et pensés par les fabricants de façon sûre. Mais nous, en tant qu'intégrateurs, il faut qu'on vérifie aux interfaces ce qui se passe. C'est là où on va spécifiquement mettre en place des analyses de risque de type ASOP pour vérifier là où il y a le plus de risques, c'est-à-dire aux interfaces, que l'ensemble des systèmes fonctionnent bien ensemble, justement, et que les déclenchements de sécurité qui doivent intervenir sont adaptés d'un équipement à l'autre. Donc on fait ça pendant le design. Ensuite, on s'assure à la mise en service que tout est testé et que tout répond aux exigences spécifiées dans nos cahiers des charges. Et ensuite, la dernière étape pour maîtriser le risque sur les stations, ça va être évidemment d'avoir des opérateurs formés et de mettre en place toutes les maintenances et d'anticiper au mieux le vieillissement qui peut intervenir sur nos installations. Alors ici, au sein de cette région, il y a donc Auxerre, Danjoutin, d'autres déploiements sont en cours. D'autres déploiements sont en cours. On a actuellement réceptionné une station à Dunkerque. On est en train de commissionner 2 autres stations, une à Cannes et une à Châtenay-Malabry. Donc c'est des projets sur lesquels on essaye au maximum d'intégrer le retour d'expérience, qui est très important aussi dans l'amélioration de la sécurité. Les projets se développent normalement, les installations sont en train d'être testées et on intègre tout ça. Et peut-être pour le rappeler aussi, donc Belfort, c'était notre 2e station. On a une première station qui est en service à Auxerre depuis octobre 2021, qui avitaille les bus de la région d'Auxerre, enfin de la commune d'Auxerre, et pour laquelle, d'un point de vue sécurité, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on a le gaz en lui-même et on a aussi la pression. On a des équipements sous pression à des pressions qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines et centaines de bars, donc c'est assez énorme et c'est assez nouveau comme type d'installation. Donc typiquement à Auxerre, pour assurer la pérennité de nos équipements et la sécurité de nos équipements, nous avons réalisé il y a quelques semaines, jours, la première inspection périodique, qui est aussi une grosse étape pour la sécurité et qui consiste en fait à aller inspecter l'ensemble des équipements sous pression, à démonter l'ensemble des équipements et à vérifier qu'ils sont toujours dans un niveau d'intégrité acceptable pour leur utilisation. Ça a été une grosse opération et ce qu'on peut dire, c'est que les résultats sont très satisfaisants
Et on démontrait qu'il y avait peu de dégradation sur les premières années d'opération. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite de l'opération des équipements. Il y a toujours un peu de pression dans ce métier. À Cannes, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un gros projet avec des bus. Exactement. À Cannes, c'est un projet qui est un petit peu plus, qui a une capacité un peu plus importante que celle des 2 premières stations. On est sur un projet en autorisation ICPE, donc avec une grosse démarche de permitting qui a eu lieu aussi pour pouvoir rendre acceptable le projet d'un point de vue administratif. Le projet il est en cours de mise en service et il devrait pouvoir avitailler les bus de la région de Palmbus, en l'occurrence, d'ici le printemps. Voilà. Merci Émilie. Guillaume Malot, chez Engie, vous avez un peu plus d'antériorité dans ce domaine-là. On peut le dire de façon très simple, les stations hydrogène, elles sont sûres. Oui, clairement, aujourd'hui, on bénéficie alors à la fois de notre ex, de tout le retour d'expérience aussi du groupe dans ce style d'installation industrielle. On est sur des standards de l'oil and gas qui sont déjà, je dirais, très matures en termes d'études de sécurité. Vous avez annoncé toutes les typologies d'études qu'on peut passer en revue. Nous, c'est des exigences, c'est des incontournables dans notre manière de faire des projets. Donc là-dessus, aujourd'hui, on peut dire que les stations sont sûres. Nous, on va aussi aller chercher l'exposition au risque, je vous le disais, dans la typologie contractuelle de nos projets. C'est-à-dire qu'on s'associe avec des acteurs de nature diverses, comme je le disais. Et autant on va aller chercher de la sécurité côté design, Émilie en a parlé tout à l'heure, Beno également. Nous, on va aussi essayer d'aller chercher la sécurité au plus haut niveau de notre partenariat avec les différents acteurs. Donc, dans le document fondateur de notre entité juridique qui va exploiter en fin de compte le projet, ça peut être une SPV, peu importe le type d'entité juridique. Ce véhicule financier-là va bénéficier d'un pacte d'actionnaires. On va mettre la sécurité au cœur du pacte d'actionnaires au même titre que des notions juridiques ou financières. Pour nous, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que pour nous, c'est un pilier de notre ADN, en fait, de la manière dont on construit nos projets. Yannick Monnier, j'en reviens à vous, car l'aventure continue avec le bus à hydrogène à Belfort. Alors, oui, l'aventure continue. Évidemment, nous aussi, on a tiré de cet incendie un certain nombre d'enseignements. On a monté un groupe de travail pluridisciplinaire qui associait à la fois les services de secours, mais aussi et surtout des représentants de notre assureur qui a accepté de continuer à nous suivre malgré le sinistre, mais qui va amener un certain nombre de préconisations sur l'avenir. Clairement, l'objectif là, c'est d'améliorer la détection précoce d'un emballement thermique. C'est clairement ce qui a manqué sur ce cas précis. Et sinon, oui, à Belfort, l'aventure continue. On a depuis 2 mois maintenant 8 nouveaux véhicules, des véhicules Solaris articulés. On va voir les slides, justement. Bon, je vais un peu vite, voilà, c'est ça. Donc on a ces véhicules-là qui sont depuis 2 mois maintenant sur Belfort, qui commencent à rouler. Il y a d'ailleurs eu une navette depuis la gare TGV ce matin qui a amené un certain nombre de participants du salon avec un véhicule de ce type-là. Donc c'est des véhicules qui sont opérationnels chez nous aujourd'hui et qui devraient rouler très rapidement dès lors qu'on sera en capacité de faire de manière nominale tous les pleins d'hydrogène qui vont bien. Alors, il a été fait mention tout à l'heure de l'effet domino dans la façon dont vous allez garer les bus dans votre dépôt. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer ? Oui, alors je souris toujours en entendant ça parce que ça c'est une petite musique qu'on a entendue dès le 2 janvier qui disait en gros, mais bon sang, ils sont idiots, pourquoi ils ont mis tous les véhicules les uns à côté des autres ? C'est juste parce que ça se fait toujours comme ça. Je pense que si vous allez visiter n'importe quel dépôt de poids lourds, de bus, de camions, de ce que vous voulez, vous allez voir que les véhicules ils sont les uns à côté des autres et qu'il n'y a rien de pire effectivement qu'un incendie, quelle que soit la motorisation du véhicule,
Dès lors qu'un véhicule prend feu, il y a un risque important que toute la travée soit concernée. Nous, typiquement, on a des travées qui font 20 véhicules. Donc potentiellement, un feu sur un bus diesel qui prend sur une des autres travées concernées aurait pu entraîner 20 véhicules avec eux. Alors, effectivement, on va revoir le positionnement de ces nouveaux bus. L'idée étant de ne pas les mettre les uns à côté des autres, mais ça c'est clairement une réflexion, j'aurais tendance à dire, assurantielle, dans le sens où les préconisations d'AXA sont de constituer des îlots de valeur à peu près équivalentes. En gros, on met un bus cher, un bus pas cher, un bus cher, un bus pas cher. Sauf que chez nous, les bus pas chers, c'est des bus au GPL. Et quand on a évoqué en groupe de travail la possibilité de mettre un bus hydrogène, un bus GPL l'un à côté de l'autre, moi j'avais l'intervenant du SDIS qui faisait des bons comme ça, parce qu'il nous a dit non, surtout pas. Il y a d'autres contraintes, et notamment des contraintes opérationnelles et sécuritaires qui font que c'est pas possible. Et sinon, le dernier point, écarter un peu plus les véhicules, oui, dans l'absolu c'est possible, sauf qu'on est comme tout le monde, on a des contraintes foncières, et sauf à racheter la moitié de la commune, je vois pas bien comment on pourrait écarter suffisamment les véhicules pour avoir la garantie absolue que s'il y a un déclenchement de feu sur l'un, il n'y aura pas d'impact sur les autres. Donc on va essayer de faire un mix entre tout ça et, comme je le disais aussi, de développer toute la partie détection précoce, parce que moi sur l'incendie du 2, je suis persuadé qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Vraisemblablement c'est un feu d'origine électrique, c'est sans doute une cellule de la batterie de traction qui s'est échauffée, qui a pris feu et qui a mis le feu au véhicule. Donc il se peut qu'il y ait eu un certain nombre de signes avant-coureurs, genre par exemple de la fumée, sauf que la veille étant le 1er janvier, il n'y avait personne sur le dépôt et donc personne pour s'en rendre compte tout simplement. Donc on est en train de travailler avec les constructeurs de manière à mettre en place, pourquoi pas, du monitoring de BMS, y compris quand le contact est coupé, enfin des choses qui peuvent sembler évidentes aujourd'hui mais qui ne sont pas en l'état proposées par les constructeurs. Question peut-être pour l'ensemble des membres du panel. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui s'est passé, cet épisode, c'est plus qu'un incident, hein, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Est-ce que ça a fait progresser la filière? Est-ce que ça a généré pour vous des enseignements qui vont être très utiles pour la suite? Allez Beno, je te sens motivé là-dessus. Alors, c'est malheureux, mais pour chaque incident qui arrive, il y a des choses à apprendre. Et dans ce sens-là, c'est une bonne chose. Après, bon, il y a beaucoup de l'argent qui était détruit par cette feu, ça c'est clair, ça c'est mauvaise chose. Et heureusement, les bus étaient assurés, parce qu'il faut quand même le rappeler. Mais je retiens avec ça, malheureusement, c'est important d'avoir un retour d'expérience pour progresser. Ça veut dire aussi peut-être dans la liste de risques, c'est des choses qu'on peut inclure dans le futur. Donc là, c'était déjà une chose qui était retenue. Il faut retravailler certaines parties. Et je pense, dans ce contexte-là, sur la sécurité, ça va augmenter la sécurité dans le futur. Voilà. Donc, comme ça, on peut dire c'est une bonne chose. Merci. D'autres commentaires? Oui, Émilie? Oui, ce que je peux dire, c'est que nous, d'un point de vue purement opérationnel, même si la crise a été bien gérée, ça nous a aussi permis de nous améliorer sur notre procédure de gestion de crise. C'était un exercice à taille réelle, malheureusement, mais ça nous a permis de construire et d'être un peu mieux préparés dans ce genre de situation, de s'assurer d'avoir les bons contacts. Et puis aussi notre relation avec les SDIS. Ce qu'on fait comme pour les dépôts de bus, c'est que les SDIS, pour l'ensemble de nos stations, on les inclut dans la démarche dès la phase de conception sur la façon dont on a prévu ce type de situation d'urgence et comment on doit s'organiser, comment on doit communiquer entre nous pour faciliter l'intervention. Donc on a aussi progressé sur ces sujets-là. Oui, peut-être juste un petit mot. Il me semble, alors peut-être sauf erreur de ma part, mais que le rapport définitif n'a pas été communiqué encore aujourd'hui. Il me semble qu'il est important que ce rapport puisse être rendu public et il me semble qu'il est important qu'on puisse avoir de la transparence et de la communication auprès du grand public sur les retours objectifs, factuels de cet incident.
parce que la confiance du grand public, elle se gagnera aussi par ça. On a bien vu qu'autour de cet événement, il y avait quand même une défiance, en tout cas il y avait un certain nombre de fantasmes autour de cette énergie hydrogène par rapport à la pollution de l'air, pollution des sols, que sais-je. Et je pense que les conclusions qui seront tirées de ce rapport, elles sont évidemment très importantes dans cette manière qu'on va avoir de convaincre le grand public de la sûreté de cette énergie. Surtout qu'on a une époque où il est important d'avoir des faits objectifs et avérés. Beno, peut-être un mot pour terminer sur l'hydrogène liquide. Là, on a parlé d'hydrogène gazeux, mais la prochaine phase, et on l'aura peut-être pour des camions ou d'autres moyens de transport. Qu'est-ce que ça peut changer potentiellement? Alors, première question que je vous poser, c'est pourquoi on veut passer d'hydrogène gazeux sur hydrogène liquide. Hydrogène liquide, ça représente à peu près 70 grammes par litre par rapport, par exemple, 40 grammes avec 700 bars. Donc, on double quasiment la capacité de stocker l'énergie. Et dans certains secteurs, comme l'aviation, comme les trains, éventuellement aussi des poids lourds ou des navires, c'est un champ qui est nécessaire pour avoir assez d'autonomie énergétique. Donc, il y a quand même des questions qui sont associées à l'hydrogène liquide, puisque c'est une très basse température, donc on est à 20 Kelvin qui représente moins 253 degrés Celsius. Et associé à cette basse température, on a toujours un peu de chauffement par l'extérieur qui fait qu'on a aussi un boil-off à générer. Donc c'est le gaz qui échappe dans les réservoirs en fonction du temps. Alors ça, c'est deux points essentiels à retenir déjà. Ensuite, il y a aussi la question, et là on se pose plutôt des questions sur cette phénoménologie qui est associée. Par exemple, quand il y a un accident, par exemple une fuite d'hydrogène liquide dans des espaces confinés, comment ça se passe? C'est quoi la phénoménologie qui concrètement derrière? Est-ce qu'on a une formation, à partir de quel moment on a une formation d'une flaque sur le sol? C'est quoi les effets de stratification? Donc toutes ces questions-là, ils sont aujourd'hui pas encore affinées parce qu'il n'y a pas assez des essais qui étaient réalisés. Autre chose aussi qui se pose derrière, c'est quelle taille de fuite pour l'étude d'ATEX il faut retenir. Voilà, donc, il y a plein de questions qui sont associées sur la phénoménologie, sur le handling de l'hydrogène. À part de ça, il faut effectivement aussi élaborer des technologies. Donc il y a aussi un champ de détection où il faut travailler encore un peu dessus, ou par exemple aussi des transferts d'hydrogène sans trop perdre par le boil-off du gaz. Donc il y a un peu de travail encore qui est nécessaire, il y a des recherches nécessaires, mais c'est très prometteuse, c'est ça que je veux dire. Alors justement, allez, un petit mot Jean-Luc, parce que tu es impliqué dans un projet avec Bertrand Piccard, un tour du monde avec un avion à hydrogène liquide. Oui, tout à fait. Alors c'est pas toi qui vas piloter, je précise, mais non. En tant que partenaire, t'es impliqué dans le projet. On a quand même, je veux dire, pas que nous, mais tous les partenaires dans ce projet ont une responsabilité. C'est qu'il y a quand même deux copilotes, et on n'a pas envie de les tuer. On veut qu'ils reviennent vivants et qu'ils soient contents. Donc c'est une vraie responsabilité. Et effectivement, comme le disait Beno, on est au tout début de l'histoire et on a aussi à découvrir comment on va traiter ce gaz qui est liquéfié, et il y a d'autres risques qui arrivent. Et on est en plein dedans. On est vraiment là-dedans. Donc ça veut dire des essais, des qualifications. Il y a les progrès suivants. Bon, le tour du monde est prévu pour à peu près 2028-2029. On a encore un peu de temps, mais on est exactement là-dedans. Voilà, et l'autre copilote est le navigateur Raphaël Dinelli. On arrive au terme de cette table ronde. Mesdames, messieurs, est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Oui. Alors, je vous demande de vous approcher et de vous présenter également. Merci. Bonjour, je suis un collègue de Guillaume Malo, je suis le directeur du développement d'Energy Solutions H2. Et j'ai une question, parce que vous évoquiez d'être un peu des travailleurs dans l'ombre, mais sur le design, vous êtes extrêmement présent. Comment vous regardez le volet économique lié à la sécurité indispensable dans les stations hydrogène? Je pense notamment quand on est sur des dépôts avec des charges lentes, avoir des espacements, c'est super, évidemment, mais une charge lente, c'est aussi des tuyaux qui doivent alimenter des bus, et donc c'est derrière des optimums économiques aussi à avoir, puisque on sait très bien que l'hydrogène coûte cher, que les projets se font difficilement sans surcoût,
Et donc voilà, donc, comment on regarde cet aspect économique tout en gardant un niveau sécuritaire très élevé? Merci Samir. Alors moi je le pratique tous les jours, donc je vais laisser mes collègues répondre à cette, à cette question, puis peut-être je pourrais conclure après, peut-être Madame Rico. Oui, alors effectivement, en matière de sécurité, il faut arriver à mettre le curseur au bon niveau pour ne pas faire de la sursécurité et puis rendre les projets non viables parce qu'on aura rajouté du surcoût lié à cette sécurité. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que plus on l'anticipe dans les phases de développement de projet, plus on va avoir une approche qui sera à moindre coût, j'allais dire, ou en tout cas, plus on a à corriger des choses en phase finale de projet, plus ça va nous coûter cher. Donc il y a vraiment tout ce séquencement des bonnes pratiques à mettre en place et des revues de sécurité à intégrer dans les phases de développement qui permet d'optimiser les coûts. Et puis ensuite, sur la sécurité, on est sur une notion de risque. Donc qui dit risque dit probabilité. Donc il faut être aussi raisonnable sur ce qui peut se passer, quelle va être la gravité ou les conséquences associées à des scénarios accidentels, mais aussi à quelle fréquence on estime que le scénario pourrait arriver pour adapter la mesure au risque. Pour moi, c'est vraiment ça l'approche qu'on met en place. Juste un petit mot pour compléter, je pense que vous avez dit l'essentiel, hein, évidemment l'anticipation qui permet de réduire les coûts. Moi j'ai souvent une punchline que je ressasse beaucoup quand j'anime des formations, c'est de se dire si vous pensez que la sécurité coûte cher, essayez de payer les accidents et vous verrez qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur de prix. Donc évidemment, quand on a dit ça, nous on est intransigeant sur la sécurité. C'est vrai que des fois ça peut ramener une surcouche de prix, mais on est toujours dans l'épaisseur du trait quand on voit le montant global de nos projets. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, en tout cas nous, côté NJ Group, sur les projets pour commencer à enlever un petit peu de ces couches de sécurité. Donc à un moment donné, si au niveau prix, on estime que ça passe pas, on n'enlèvera pas une couche de sécurité pour faire passer un projet. Aujourd'hui, on en est là en tout cas. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, bonjour. Éric Saudenon pour NR Presse. Je voudrais revenir sur l'incident des bus. Bon, là, dans le cas pratique, c'est donc, vous dites, c'est d'abord un feu électrique avec un emballement. Donc en fait, pour la mobilité hydrogène, l'un des risques, c'est aussi l'emballement thermique de la batterie. Et c'est peut-être une question pour Ineris. Est-ce qu'il y a des travaux en cours toujours sur ces sujets-là? Moi, je crois avoir lu que la Chine avait d'ailleurs publié ou avait déjà publié une norme beaucoup plus stricte à l'indication des fabricants de batteries pour justement limiter encore ce risque d'emballement. Alors, oui. Ça marche pas ? Ouais, non, ça marche. Donc, effectivement, il y a des travaux qui sont en cours sur la question du ça concerne notamment le BMS, le Battery Management System. Je ne suis pas expert sur cette partie-là, mais je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours pour affiner la sécurité aussi sur la partie batterie. Mais c'est vrai, on a beaucoup de départs de feu aussi au niveau de batterie parce qu'on a une multitude de différents systèmes qui existent aujourd'hui, pas uniquement la typologie de la batterie, mais aussi au niveau de gestion des BMS. Et tout ça, c'est des choses qui progressent en fonction de temps. Après, je ne sais pas répondre aujourd'hui sur la question est-ce qu'on a une nouvelle norme européenne qui va couvrir ça. Donc là, j'avoue, c'est vraiment je suis plutôt spécialisé sur l'hydrogène. Alors, si vous voulez poser une question et que tout le monde entende, il faut reparler dans le micro. Parce que c'est une question qui importe beaucoup aussi les gens qui font du transport de véhicules électriques, notamment dans le secteur maritime, avec des flottes qui sont confinées dans des navires. Effectivement, on avait quelques navires qui ont pris feu, qui sont même coulés suite au transport des véhicules avec batterie. De ma connaissance, c'était aussi réglé par des distances qui sont maintenant réglementairement sur les voitures quand elles sont transportées, mais il y a de nouvelles restrictions qui sont mises en place. Très bien. Une dernière question. On s'arrête là.
Bon, en tout cas, vous pourrez dire j'y étais. Je crois qu'on a eu une table ronde où on a eu l'occasion, et le temps surtout, de parler de sécurité et assez en détail. Quelques renseignements sur la suite. Le repas entre 12h30 et 13h30 et la prochaine table ronde à 13h45. Et dans l'immédiat, on peut encore chaleureusement remercier nos intervenants. Merci pour eux.